Bonjour et bienvenue sur Memo 5, la nouvelle émission du podcast Demo 5, où on se retrouve entre nous. C'est une émission un petit peu laboratoire, on va pas se mentir, on débute. Alors vous avez peut-être vu ces derniers temps des interviews passer sur la page du podcast, si vous avez déjà liké sur Facebook la page des podcasts. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Vous pouvez pas vous louper, en plus le logo a changé, on l'a modernisé. Mais vous avez le droit de les écouter avant de mettre des pouces bleus aussi. Voilà, oui, parce que c'est vrai que les youtubeurs demandent toujours mettez un like avant même d'avoir vu la vidéo. On est bien d'accord, allez-y si vous aimez MO5, si vous aimez nos podcasts, etc. Et si vous arrivez à supporter même ma voix qui est horrible, parce que je reviens de maladie, alors on va faire un petit tour de table et puis on va expliquer un petit peu ce que c'est que ce nouveau concept MO5 qui s'émancipe du podcast. C'est-à-dire qu'il y a le podcast d'un côté et il y a MO5 de l'autre. Alors du coup, moi je vais faire un petit tour de table. Juste à ma gauche, il y a donc Pipo qui est avec nous. Salut tout le monde. Ça va ? Ça va très bien, ouais. Bon, on s'était pas vu depuis quelques temps. Ça fait un moment qu'on n'avait pas enregistré, ouais. Et puis ça fait un moment que toi-même tu n'étais pas là. C'est vrai, en plus là, en étant malade, le taf, le machin, tout ça, enfin les uns les autres. Et on nous le reprochait suffisamment de ne pas être assez présent. Eh ben écoutez, si vous aimez les podcasts de l'assaut, les podcasts sont devenus un peu compliqués à mettre en place, etc. Ça veut pas dire qu'on arrête, hein. Ça veut dire juste que on va faire en sorte qu'ils soient toujours mieux, bien préparé, mais le problème c'est que ça prend du temps. Mais du coup, ce qui est bien sur Internet, c'est quand même la régularité, on est bien d'accord. Et l'avantage de Memo 5, on va revenir dessus, c'est d'être souvent là, Pipo. L'idée, c'est ça, c'est que d'avoir un format qui soit pas forcément plus light en termes de durée, mais qui permette justement d'être écouté de manière plus fragmentée, contrairement à nos gros pavés de 3 heures qui sont, je dirais, le produit d'appel, qui sont la Rolls-Royce, je dirais, du podcast. Depuis 6 ans maintenant. Depuis 6 ans maintenant, mais on est conscient, et moi le premier en tant que grand consommateur de podcasts, que franchement les émissions de 3 heures, si c'est pas moi qui les écris, j'ai vachement mal à les écouter, c'est bizarre. C'est vrai que c'est long. Parfois, je sais que les copains nous le disent, ils les fragmentent comme tu dis, et ils essayent de faire en sorte de pouvoir rattraper comme ils peuvent sur leur trajet de métro et compagnie. Mais du coup, on s'était dit, voilà, il manque un truc un peu plus light et qui nous permette de faire une émission sans trop de préparation. Alors évidemment, il y a de la prépa, on a fait des interviews, vous allez voir, on vous a fait un petit truc aux petits oignons. Et du coup, vous avez été sur place, parce que là ça va être une émission, on le dit tout de suite, qui va être réservée. Alors on l'a révisé avant le podcast, le nom c'est Play Paris Powered by Pax. Voilà, je me suis pas loupé. Et du coup, donc il y avait Pipo, il y avait également Apo à côté de toi. Salut tout le monde. Ça va ? Ouais, tranquille. Bon, Apo que vous retrouvez évidemment sur Twitter, je crois. Ils peuvent te suivre sur Twitter. Oui, ou pas. Sur Steam. Sur tous les réseaux sociaux possibles, sur MySpace. Alors, sur le PS Store, vous pouvez sur le PS Store. On te trouve sur le PS Store. Il y a des jeux Apo sur le PS Store, bien sûr. Apo sur MySpace. Sur les salons Caramel. Évidemment, sur les expos. Évidemment, Pipo sur sa fameuse page Jackie et Michel. Évidemment. Dédié aux jeux vidéo. Attention. Oui. Bon, ça va. Toi, tu y étais à la 4P. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc vous avez participé, vous avez fait des interviews. On va y revenir dessus. Du coup, donc toi, tu es avec nous ce soir. Et puis évidemment, à la réal, à la prod, etc. À mes côtés, il y a Benoît. Bonjour. Ça va, Benoît ? Ça va. Benoît, ce que je disais avant le truc, avant la prise du podcast, c'est un podcast, on va pas se mentir, c'est un peu plus libre que le podcast MO5. Hein. On peut plus se lâcher. Il y a Doc et Diffoul aussi, on peut le lire maintenant. Hein. Nous, c'est la libre antenne. Nous, c'est plus Vioc et Refoul. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on est un peu plus libre, on est un peu plus à la cool. Mais ce que je disais, c'est que Benoît, il me faisait penser à Howard Stern avec derrière ses manettes. Et d'ici là, qu'il nous fasse pas un débat sur tous les fakes de l'univers, les complots et autres terres plates. Non mais c'est bon, je maîtrise. J'ai regardé 2-3 tutos David Guetta avant, donc je sais qu'il faut appuyer sur le bouton quand on me regarde. Avec un doigt. Et dès qu'on me regarde plus, je lève le pas en l'air et je danse. Alors du coup, messieurs, c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas été là. Alors, rapidement, petite explication. Comme je le disais à Memo 5, le but aujourd'hui, c'est pas forcément de rentrer dans une case dans cette émission-là. Hein. N'hésitez pas à me couper pour apporter vos lumières. Mais le but, c'était pas de rentrer dans un format, mais d'apporter autre chose, d'être plus régulier, de faire une émission qui nous plaise et qui essaye de vous plaire sur la base d'événements, d'interviews. Évidemment, là, on enregistre en local pour un petit peu redistribuer les interviews qu'on a faites, mais également, on aura peut-être des invités en studio. Là, j'anime aujourd'hui parce que je suis un peu à la passation avec le podcast, mais ce ne sera pas forcément le cas tout le temps. Le but, c'est aussi donc, de laisser un peu libre cours à nos envies.
Le but également, donc comme je disais, c'est d'avoir des invités, c'est de parler de rétro, mais pas que. On va peut-être parler aussi de jeux vidéo, parce qu'avant tout, on est des joueurs. Donc on peut éventuellement parler de sagas qui nous plaisent en ce moment. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, MMO5 en fait. Et puis, comme disait Apo, le rétro, c'est avant tout le futur. Ouais, l'avenir, c'est le rétro. L'avenir, c'est le rétro. Donc, en fait, par rapport, je dirais, à nos émissions canoniques, je dirais, où on a toujours cherché à proposer la parole la plus carrée et la plus précise sur un sujet en particulier, quand on couvre des sagas, quand on couvre des thématiques. Là, en fait, MMO5, c'est une manière, tout en conservant, je dirais, la profondeur de vue qui est la nôtre autour du jeu vidéo. Il s'agit surtout d'avoir une approche qui serait plus, je dirais, plus discours libre autour de... J'ai eu peur que tu dises disco. On peut faire truc autour du podcast disco, de ah bah, aussi. C'est l'antenne libre en fait. Je- de MO5. J'ai une chemise col pelle à tarte que Ouais. personne ne peut voir évidemment, Ouais. avec une chemise à jabot Et un formidable. slip bonnet M. Et un slip bonnet M, évidemment. Donc voilà, l'idée Pardon, je c'est t'ai coupé. c'est d'avoir une discussion, à une parole un peu plus libérée, je dirais, des membres autour d'un événement, d'une thématique. Là, typiquement, on part, je dirais, sur un cœur de cible de l'assaut qui est la présence dans un salon. Donc on va parler de ce qu'on a fait dans ce salon, comment on l'a vécu, comment les gens l'ont vécu, les gens qu'on a interviewés, de notre stand et de ce qu'on a vécu autour de notre stand et pendant toute la durée de la Play Paris Powered by PAX. On va dire la Play Paris parce que si on va faire les 4P, ça va être un peu long, mais ça pourra Moi j'aurais être... dit la PAX perso, mais je Voilà. sais que c'est pas oui, c'est un témoignage d'event. Voilà. Alors sachez juste que Benoît, pendant cela, pour être tout à fait transparent, il est un peu comme tu sais que dans l'émission L'équipe du dimanche, il y avait un mec qui dessinait des trucs derrière. Benoît, il a sa tablette surface, il nous fait les petites infos derrière. Ouais, il a fait avec les témoignages qui vont bien. caricatures, tout ça. Non mais voilà, donc non mais c'est vrai quelque part, le but c'est d'être un peu un organe un peu de communication pour l'association, de faire des trucs à la cool, des témoignages, encore une fois, c'est l'actualité vue, revue, remâchée et revue par les membres de l'asso. Et de manière très simple, et là je reprendrai les propos de Benoît lors de la Play Paris, c'est que on est une association qui a la volonté de préserver un patrimoine. Préserver le patrimoine vidéoludique, ça veut dire préserver les jeux, préserver les machines, préserver la mémoire. C'est pour ça qu'on fait des kakémonos, c'est pour ça qu'on fait des expositions. Ils sont de plus en plus beaux. Hein. Voilà, en Les effet. Dragon Ball Z, moi j'en piquerais bien un ou deux. Hein, Ah oui, pour ma chambre. on vous parlera des postes de jeux à la PAX, parce que franchement, même pour nous, c'est des trucs phénoménaux. Mais surtout, c'est que ce qui gravite autour des jeux vidéo, donc évidemment, il y a la littérature sur les jeux vidéo, il y a la presse sur les jeux vidéo, et il y a les événements. Il y a les events live qui sont de plus en plus importants, je dirais, dans la mesure où, par exemple, pour certains médias comme la musique, ce sont les concerts qui rapportent de l'argent, plus les CD. Alors on n'en est pas encore là pour les jeux vidéo, mais il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a les Video Games Live sur la musique. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui transite autour des events jeux vidéo, mais ces events, à part, je dirais, se souvenir du nombre de gens qui sont venus et de l'argent que ça peut avoir apporté, qu'est-ce qui va en rester ? Pas grand-chose. Des photos, Des souvenirs, photos, à la limite, des amours de vacances, des histoires sans lendemain. des goodies qu'on aura achetés à Des prix d'or. goodies, évidemment. Et surtout, on va essayer, comme le disait Benoît, de conserver des témoignages de gens qui ont participé à ces événements, et ces témoignages pourront, un jour ou l'autre, qui sait, servir de base de travail pour des mémoires de recherche sur... pas la muséification des jeux vidéo, mais en tout cas, comment ça se passe de mettre en place un événement autour des jeux vidéo, comment c'est vécu, quelle est la parole des gens sur le sujet, voilà quoi. Donc typiquement, on commence sur ça parce qu'on a évidemment chez MO5 une matière riche autour de ça, et puis nous, ça nous a fait plaisir, on a vu des gens, on a interviewé des gens, on a aidé sur les stands, on est ravis quoi. Et fort bien en plus parce que vous avez fait un très bon boulot. Moi j'y étais pas, hein, bien modestement, donc c'est pour ça que je vais vous poser pas mal de questions dessus parce que faut qu'on revienne dessus sur l'affluence, sur la qualité de l'expo, ce qu'a apporté MO5 dans son domaine, puisque tu parlais des kakémonos et des stands qui étaient fort beaux. En plus, vous pouvez voir les photos sur le site sur la page de l'association sur Facebook. Il y a des très belles photos, etc. Donc voilà, on va un peu discuter, rentrer dans le sujet juste après cette brève présentation. Mais c'est vrai que vous avez très bien fait votre taf. Vous êtes allé à la rencontre donc non seulement de l'organisateur
de cette Play Paris Powered by PAX. Donc, qui était Guillaume d'Horizon, que vous avez rencontré, que vous avez fort bien interviewé. J'adorais les questions que vous lui avez posées. J'ai trouvé qu'elles étaient d'une... Alors, pareil, dans un souci de transparence, Bélasco n'était pas là, mais il nous a envoyé des questions. Non, mais bon, voilà, c'est des questions. Elles très étaient bien. Elles étaient très bateau, Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et c'était je pense, c'était une belle expérience pour vous, enrichissante, et c'était vraiment quelque chose d'autre que ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, Apo. Alors, je précise pour dire que Apo, c'est un peu le Roddy ultime de MO5, hein, puisqu'il a fait pratiquement toutes les expos depuis très longtemps. Oui, parce que toi, tu fais pas mal la mise en place et le. Oui, voilà, moi je pose les trucs. Donc... Il pose les trucs. Oui, je pose les éléments. Pour moi, c'est extrêmement routinier, tu vois. Après, que dire, on a quand même eu 600 mètres carrés, donc on avait vraiment une grande place, ce qui veut dire qu'il y avait une grosse organisation. Donc de ce côté-là, comme toujours, c'est notre vice-président David Blond qui a géré ça. David Blond, c'est pas son vrai nom, hein. Ouais, mais David Soumet, notre qu'on appelle Blond affectueusement. Donc on a parce toujours, qu'il est roux, évidemment. Hein. Exactement, oui, c'est ça le truc. Donc on a toujours, par exemple, Kendo et Vanessa qui ont fait la sélection des jeux, etc. Kendo sans qui on n'aurait pas eu l'interview de Guillaume d'Horizon. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup à Kendo, qui a kiffé nos interviews. Voilà. Je tiens à préciser que pendant qu'on attendait d'interviewer Guillaume d'Horizon, on a été reçus aux petits oignons. Ouais. Mais les gars, vous avez besoin d'un petit truc, on vous met des petites serviettes, on vous met tout. Mec, Franchement, je me suis dit, si on peut le faire patienter encore plus pour profiter de ce petit instant, non, mais mec, on va en profiter. Ça, c'est Kendo, c'est la famille, c'est normal. Kendo, il sait recevoir. Et encore une fois, on le remercie de nous avoir reçus et surtout de nous avoir permis d'avoir cette interview hyper intéressante avec Guillaume d'Horizon qui a pu nous éclairer. Les deux précédents cités pour l'organisation, choix des jeux, etc. Notre graphiste Thomas qui a fait une grande partie de l'habillage. Donc, les kakés. Je sais pas pour les kakés, mais en tout cas tout le... Bah oui, c'est vrai que t'étais pas là. Donc on a placé de grands panneaux blancs sur lesquels on a collé des meubles avec un éclairage et tout. Et on avait donc pour chaque jeu qui était présenté, donc là je parle pour les deux principales thématiques qui étaient la PC Engine et les jeux Dragon Ball Z. Donc on avait une belle grosse capture d'écran d'un jeu, plus le titre du jeu pamphlet, plus un petit cadre comme toujours pour expliquer le jeu et les contextes, etc. Donc on avait quelque chose de fort joli, avec une excellente sélection de titres comme toujours. Alors je vais revenir là-dessus, sur les captures d'écran. C'est vraiment, donc c'est les captures d'écran mais en très grand format où on peut voir le pixel et la scanline. Ah ouais. Ouais, c'était du boulot quoi. Ouais, non, c'est un sacré boulot. Moi, je les ai vus juste sur les photos et ils déchiraient. Hein. Oui, non, mais ça fait super pro. Et moi, ça m'épate. Hein, de toute façon, on va pas se passer de la pommade à nous-mêmes. Et on félicite les équipes qui travaillent justement, c'est du taf, qui travaillent sur les expositions au niveau de l'association, parce que mine de rien, il y a les petites expos que vous ne voyez pas dans les médiathèques, etc., qui sont déjà pas mal de taf en soi. Il y a des expos en région qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Blond me disait qu'il était à Martigues ces derniers jours. J'y étais aussi. J'y étais aussi. Voilà. Et on va aller à Bordeaux. Écoute. Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas, nous Parisiens, quand ça se passe en région. Mais c'est vrai qu'après, il y a des grosses expos. Alors, il y a les deux classiques chaque année. Il y a le Japan Expo et Paris Games Week. Mais en effet, parfois, il y a des choses comme Play Paris Powered by PAX. Je l'ai bien dit. Tu sais que c'était la plus grosse place qu'on avait, 600 mètres carrés. C'est énorme. À la Cité des Sciences, parce qu'on a oublié de préciser que c'était. Non, c'était à la Grande Halle de la Villette. C'est à la Grande Halle de la Villette, pardon. À la Grande Halle de la Villette. Ah bah voilà, je me suis planté. Il fallait bien que je me plante. On a aussi été à la Cité des Sciences, tu vois, quand même, pour dire. Merci. On est très souvent sollicité, donc forcément. Mais c'est pas pour rien, parce qu'on a un savoir-faire que tout le monde n'a pas. Ouais. On peut vraiment occuper cet espace, et bien. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, d'exposition en exposition, même sur les gros salons, etc., on a toujours un peu plus de place. Au Paris Games Week, on peut se targuer d'être un peu, même c'est écrit sur les trucs, l'association référence rétro gaming. Non, mais c'est le stand officiel du rétro. C'est le stand officiel du rétro. On a un DJ, même un VJ avec de la vidéo. Ça déchire de partout. Et expo après expo, ça devient de plus en plus mais gros, professionnel, etc. Pour la référence, vous l'entendrez dans l'interview de Guillaume d'Horizon. Quand on a demandé à Guillaume, mais pourquoi vous avez pensé à Homo 5, il a dit forcément, déjà on se connaît. Et d'autre part, quand on pense rétro en France, c'est difficile de ne pas penser à Homo 5. C'est aussi simple que ça, quoi. Rappelons quand même que qu'Emo 5 c'est la plus grosse collection de hardware rétro d'Europe. On parle pas de software parce que là-dessus c'est vrai qu'on n'est pas aussi bien échalandé qu'au niveau hardware.
D'ailleurs, au passage, si vous avez des dons à faire, aussi bien en hardware qu'en software, mais c'est vrai qu'on est plutôt preneur. Et ça vaut pour les particuliers, ça vaut également pour les professionnels. Souvent, on le dit, j'en profite, je fais une parenthèse, je fais un message. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écouteront côté Ubisoft, côté, je sais pas, Nintendo, Sony, Microsoft et autres. Mais c'est vrai. Informatique, si vous nous écoutez encore. Voilà, chez Infogrames. C'est Infogrames, sur Titus. Titus, tout ça. Non, le truc, c'est que c'est vrai que si vous avez des jeux à nous faire parvenir, même les plus récents, qui forcément un jour deviendront rétro, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'association ou à Philippe Dubois, hein, son président, qui se fera un plaisir de les garder pour lui. Non, blague à part, il en reçoit de temps en temps. C'est pareil pour les livres. Hein. Nos amis, on parlait de Pix and Love, on parlait de Third Edition, etc. Souvent, il lui envoie en cadeau des livres, etc. Non, enfin, on a un partenariat. Bien évidemment, il y a un partenariat. Bien évidemment, ça va grossir les rangs de la collection MO5. N'hésitez pas, les éditeurs, à nous envoyer vos jeux, parce que c'est vrai que parfois on galère. Ça a l'air de rien comme ça, mais des jeux qu'on sort, vous nous envoyez un exemplaire, nous, ça part direct dans les rangs des softwares. D'attends, oui, qu'on a une très belle collection, très bien gérée par Greg, justement, qui a être un truc vraiment carré. Donc, ceux qui sont venus dans les locaux le savent. Ils ont déjà vu comment c'est organisé. Alors c'est vrai que ça bouge toujours un petit peu, c'est toujours un peu en travaux, parce etc. qu'on améliore toujours le concept. Hein, on attend d'avoir un musée. Notamment. Hein, c'est ça le but final. Là, on a aussi des projets, je ne vais pas m'étaler dessus, mais cette année, on va faire encore meilleur au niveau du local, donc super, on va pouvoir avoir un espace d'accueil et tout. Ça c'est bien, un espace d'accueil avec... Bon, ça on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Après, il faut préciser que la meilleure façon de visiter les locaux de MO5, c'est d'être membre MO5. C'est d'être membre MO5, c'est de participer également, alors ça on en reparlera dans un autre podcast, dans un autre MO5, il faut que je m'habitue à dire un MO5, comment est-ce que finalement on sauvegarde le patrimoine vidéoludique, le rétro gaming, etc. Comment ça se finance? Je fais une parenthèse, aujourd'hui, on est financé par un Tipeee parce que MO5 n'est pas financé par l'État finalement. On est financé par nos expos d'un côté, on ne gagne pas des milliers et des cents. Et puis on est financé par nos membres qui nous font des dons via une page Tipeee. Je crois que Benoît, tu l'as mis sur sur la page du podcast. Elle est disponible dans la description de tous les podcasts. Voilà, comme ça. Et donc ça là-dessus, n'hésitez pas si vous voulez faire des dons, etc. N'hésitez pas à aller dessus. Mais alors pour revenir à la PAX. Oui, merci de recentrer. À la Play Paris Powered by PAX, parce qu'il va falloir beaucoup reprendre les 4P. Les 4P. Sérieusement, on peut pas dire la PAX, tout simplement la PAX. Bah oui, non. je sais qu'il voulait pas Game d'Horizon. Non, mais c'est pas qu'il veut pas, ça fait partie du concept. Le fait que la PAX est forcément organisée par les créateurs de la PAX et pas par les gérants de la PAX, parce que c'est une boîte de prod qui c'est devenu énorme, qui gère ça, c'est un truc énorme. Donc oui, non, c'est vrai qu'on a depuis le début du podcast, on parle pas mal de la PAX en général, puisque ça a été le Play Power Paris by PAX est organisé par cet event qui a été créé donc aux États-Unis par donc je crois c'est Jerry Holkins et Mike Krahulik. Donc c'est un event en fait qui est né, si je ne m'abuse, dans l'État de Washington à Bellevue. Donc c'est la grande banlieue, si je puis dire, de Seattle, tout à fait tout au nord-ouest des États-Unis, à la frontière canadienne avec Vancouver. Un endroit où il fait bon, il pleut tout le temps, voilà. Et du coup, c'est né là-bas en 2004 avec un succès, tant et si bien que ça a bougé sur Seattle à partir de 2007, donc au bout de, je crois, 3 éditions. Et puis ensuite, très vite, ça a bougé vers Boston, où il y a eu la PAX East. Donc il y a la PAX à l'ouest à Seattle et la PAX East à Boston. Ça a bougé à Philadelphie, à San Antonio. Ou alors là, on pouvait peut-être parler de PAX Sud-Ouest, la PAX Cassoulet, et c'est même été jusqu'à Melbourne. Avec des tournois de Jonah Lomu Rugby sur PlayStation. Évidemment, avec les commentaires de Jean-Louis Calmejane et de Pierrot Salviac. Mais évidemment. Attends, et les spécialistes du rugby se régalent. Et avec le fameux coup du croissant au beurre, et les mouches qui ont changé d'âne, et la cabane qui est tombée sur le chier. Et tout à fait. Et donc, et ensuite, ça a bougé à l'international, ça a bougé à Melbourne, Chapeau. Pour ceux qui ne le savent pas, est né en Australie. Sauf que moi, c'est plus la Nouvelle-Galles du Sud. Mais Oui, alors attends, elle commence pas, la Nouvelle-Galles du Sud. Tu veux parler de rugby, la Nouvelle-Galles du Sud, David Campbell, le plus grand rugbyman australien de tous les temps. Moi, je connais le rugby, monsieur. Oui, moi, je m'en fous. Mais en tout cas, voilà. Donc toi, t'es né là-bas et après, t'as fait de la pub pour les slips kangourou, je crois. Oui, c'est pour ça que je me suis... Voilà. C'est pour ça qu'il a dû partir. L'Australien de Dim. Donc quand vous le croiserez, n'hésitez pas à lui chanter ta-na-na-na-na-na. Ou à vous faire dédicacer au slip. Exactement. Belle dédicace de slip, c'est quelque chose d'original. J'ai toujours un
de marqueur avec moi. Sans déconner, je sens que si jamais ce podcast, par chance, est entendu par des gens, ils sont capables de venir avec des slibards pour le faire dédicacer par rapport. Je suis prêt. Hein. Putain, il a le stylo, il a le marqueur. Donc, ça a bougé à Melbourne et finalement, pour la première fois, une exposition organisée par la PAX est arrivée en Europe. European Premiere. Et c'est très bien fait. Et en plus à Paris. Paris. Et du coup, c'est ce Paris. Play Paris Powered by PAX. Qui est donc cette expo la 4P. La 4P. La rumeur dit que c'est des orthophonistes qui ont choisi le nom pour ça. Détecter d'éventuels troubles. C'est aussi un truc très bien pour tester la qualité des mousses sur les micros, parce que nous on peut vous le dire, on est un peu dans le secret des dieux, mais le P est une consonne abominable, puisque ça fait piquer les micros et ça fait des le plop, le fameux plop. On a inventé l'anti-pop juste pour le P. Exactement. Je propose qu'on le vire de Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on on gagnera du temps. Qu'on fasse tous les mots sans P. Genre, alors, on prend oui, on va. Du coup, on peut plus manger de pépito. Ben non. Donc, du coup, pour revenir à notre sujet, parce que quand même, c'est donc ça la Ley Harris iAxe. Là, elle est sponsorisée par les pains de mie maintenant. Bien sûr, oui. Par les 1 de mie. C'est vrai. Et du coup, donc la Axe, elle est sponsorisée par les déodorants, du coup. Oui, elle débarque à Paris. Il y a beaucoup d'argent dans cette. Beaucoup d'argent. Donc, elle arrive à Harry. Elle arrive à Harry et elle arrive. Harry, c'est Widowfist. Mais oui, à la grande halle de la Villette. À la grande halle de la Villette, exactement. Donc, du coup, un très grand espace où, comme Guillaume nous le disait donc dans son interview, quand tu lui as demandé, mais pourquoi ont-ils décidé de faire ça à Paris finalement ? Sans doute parce que c'était lui qui a été contacté. Ah, c'est lié avec... Non, il explique en fait que c'est par... il connaissait quelqu'un qui est venu le voir en lui disant est-ce que ça t'intéresserait d'être à la tête de quelque chose d'aussi... énorme, hein. Ouais, huge. Mais il a été mis en contact et puis ça s'est passé comme ça. Enfin, on va l'écouter répondre à cette première question. Il y a Reed Pop qui a un label pop culture de Reed Expo, qui sont connus vu que c'est Comic Con, c'est eux, Star Wars Convention, c'est eux. C'est du lourd. À peu près tout, c'est eux en fait. C'est les numéros 1 mondial de toute façon. Reed Exposition, c'est les numéros 1. Ok. Et du coup, ils ont racheté PAX, qui est organisé par Penny Arcade, mais ils ont eu, je pense, l'intelligence d'esprit de laisser Penny Arcade aux commandes de son show. Et donc, PAX, aux États-Unis, c'est produit, on va dire, par Reed Exposition, mais c'est les équipes de Penny Arcade au content, aux commandes, à la production XZ de l'événement, et ils font le merchandising, enfin bref. C'est bien parce qu'ils ils ont pas genre absorbé le truc, vous allez faire ça. Ils ont laissé à la communauté, juste ils leur ont donné plus de moyens en leur disant allez-y. Un peu comme quand on est chez Red Bull et qu'on peut faire le Red Bull Comité. Ils ont dit à la communauté, allez-y, avec la prod Red Bull. Donc tout de suite, ça monte en gamme. Donc c'est monté en gamme. Et il faut imaginer que PAX aux États-Unis, c'est plusieurs festivals à plus de 150 000 personnes dans l'année, mais il n'y en a pas qu'un. Donc ça commence à faire beaucoup. Et l'idée, c'est que PAX, c'est donc Penny Arcade qui organise. Donc, quand ils vont le faire à l'étranger, par exemple dans un pays anglo-saxon comme l'Australie, c'est toujours PAX. Mais c'est toujours Penny Arcade des États-Unis qui va en Australie. Mais il se trouve que le content manager Worldwide est australien, donc ça aide en fait. Forcément, mais surtout des pays anglo-saxons. Quand ils ont décidé de s'installer en Europe et avec la France en premier, je pense que c'était une bonne idée, ils ont eu l'autre brillante idée de se dire ça sera pas la même chose, c'est-à-dire que la façon dont est fait le festival aux États-Unis avec les racines du jeu vidéo américain, tu peux pas mettre les mêmes équipes qui débarquent et font la même chose en France parce qu'on n'a pas exactement les mêmes racines, même s'il y a des choses communes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé, ils ont inventé, mais pas que pour nous, hein, je précise, ils ont inventé le label Powered by PAX. Powered by PAX, ça veut dire que c'est toujours organisé par Reed Exposition, mais c'est le Reed Exposition local. Donc ce n'est pas Penny Arcade qui débarque en France pour l'organiser, mais il laisse Reed Expo France l'organiser sous couvert et des conseillés par les teams américains, d'où le Powered by PAX. Mais d'où c'est un autre nom, parce que si ça s'était appelé PAX, c'est légalement parlant les teams américaines qui auraient dû l'organiser. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce spin-off pour laisser aussi aux Français en disant faites votre truc, parce que c'est comme par exemple s'ils allaient au Japon, ça aurait aucun sens que ce soit PAX Tokyo, parce que tu ferais pas le même festival qu'aux États-Unis, et les équipes américaines elles sauraient pas faire un salon pour plaire aux Japonais. Et donc ils se sont dit que pour plaire au public français et européen, faut concevoir, en tout cas pour les pays non anglo-saxons, faut concevoir le show relativement différemment. Voilà l'explication réelle. Donc c'est très clair. Ils l'ont contacté, donc lui il était hyper enthousiaste d'organiser cet événement-là. Il nous a aussi répondu comment il est arrivé sur cet événement, parce que lui finalement il a un gros CV. C'est quelqu'un, à la base, il est dans la BD, il est dans les mangas. Il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui est sorti sur l'histoire du Versus Fighting, qui est sorti en manga chez Glénat, si je ne m'abuse. Il est très, très bien positionné chez eux. Il est également animateur sur J1. Oui. Parce que je suis tombé sur une émission, et encore une fois,
Heureusement que je me suis pas retrouvé en nez à nez avec lui parce que le quart d'heure, moi je vous l'aurais explosé vu qu'il fait des missions sur les goodies de Japanim. Je peux te dire là des heures et des heures à parler avec lui. Donc spécialiste de la culture de japonaise et de jeux vidéo. Il a travaillé à l'organisation du Stunfest. Donc c'est là aussi où il reviendra sur une autre question sur une organisation un peu similaire. Et puis également, évidemment, le Red Bull Comité. Et l'Arcade Cup. Et l'Arcade Cup, exactement. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont adressés à lui. Oui, il y répond clairement. Il a quand même énormément d'expérience là-dessus. Moi, je tiens juste à mettre un tout petit point sur l'Arcade Cup, où c'est un tournoi de jeux au pif. C'est vraiment, c'est les jeux et sélectionnés random, et des gens s'affrontent sur des jeux random. Ah, ils sont pas prêts, ils sont pas... C'est ça. Alors peut-être que je ne sais pas si les gens connaissent le pool de jeux dans lequel le jeu peut être tiré. Il doit y avoir un petit lot de genre 5-6 jeux, non? Ah, mais ce serait tellement bien qu'ils fassent ça avec que des Toshinden pourris. Là, on rigolerait. Ou Street Fighter 1. Oui, il est dégueulasse. Le premier, ou Fighting Street, version PC Engine. On aurait pu faire ça. C'est ça, exactement. On aurait pu faire ça, nous, sur le stand. Tellement dégueulasse. Moi qui suis fan de Street Fighter, je l'ai fait la dernière fois au Paris Games Week quand on avait fait tous les 30 ans de Street Fighter. Dégueulasse ce jeu. C'est le seul d'ailleurs où j'ai perdu. Donc on va l'écouter nous répondre sur cette question-là. Je vous raconte la véritable histoire qui est assez incroyable. Faut savoir que moi j'ai un pote d'enfance qui s'appelle Thomas Sirdek, qui est un des cofondateurs de Japan Expo. On faisait les premiers festivals ensemble, salon de l'imaginaire, des choses comme ça au début des années 2000. Bref, c'est un super pote. Et l'été dernier, il vient me voir et il me dit voilà, nous on connaît bien parce qu'on fait des choses avec eux. Ils font Comic Con déjà, les équipes de RID, Comic Con Paris. Et ils m'ont dit voilà, ils recherchent quelqu'un pour essayer d'installer le Play Paris Powered by PAX en France. Parce qu'ils savaient que je suis dans le jeu vidéo, que je suis à fond dans le rétro et que je suis à fond dans les trucs communautaires un peu différents, comme la Arcade Cup par exemple, si je fais sur la JVTV. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit ouais, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Au début je savais pas trop, puis ils m'ont dit voilà, ils veulent faire un festival communautaire en France pour faire kiffer les communautés du jeu rétro, mais pas que d'ailleurs, et faire plaisir. Et dans ma tête je me suis dit ça fait longtemps que je voulais revenir dans l'événementiel en fait, mais je me disais, à Paris, c'est pas comme en province. Tu peux pas faire un salon, ça coûte une fortune de faire un festival. Pour ça qu'à Paris, regarde, t'as Japan Expo, t'as Paris Games Week, t'as Paris Manga, mais t'as pas de petite convention, entre guillemets. Parce que jamais. C'est pas possible. C'est financièrement, tu peux pas. Parfois en province, ils peuvent se faire aider par la mairie, sur des palais des congrès, des choses comme ça. Paris, je vous dis, le prix de l'endroit où on a la Grande Halle de la Villette, voilà. Donc ça ne peut être que des grosses boîtes. Et je me suis toujours dit, mais faire un salon avec une grosse boîte, le problème, c'est que je vais arriver, je vais leur dire, voilà, je veux qu'il y ait les gars de MO5, c'est eux qui ont la plus grosse surface, je veux les gars d'HFS, et on va tous se mettre et puis on va faire une scène pour faire les Retro Gaming Awards. Ils vont me regarder, ils vont me faire non mais vas-y, fais venir le stand de Sony, fais venir le stand de Nintendo et tais-toi. Voilà. Et eux ils ont tout de suite dit, je leur ai dit tu ferais quoi si vous êtes salon? Je fais ça, ça, ça et ça. Moi je pensais ils vont me dire vas-y, sors de là. Ils m'ont dit ouais c'est ça qu'on veut. Je fais ah ouais. Et si je fais ça, 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 et ça fait ouais c'est l'esprit PAX, c'est mortel. Je fais bah d'accord. C'est vraiment passé comme ça. Hein. Bah déjà j'avais pas le choix, je pouvais pas dire non. On a eu carte blanche, aidé en plus par la prod des Américains sur divers sujets. Donc on a bien compris que lui il était hyper motivé. Mais moi ma question Pipo, c'est savoir au milieu de tout cet océan d'expos qu'il y a chaque année. Plusieurs fois par an, etc., notamment en France, comment se positionne finalement cet event par rapport aux autres? La spécificité, et Guillaume le développera très bien sur quand il parle des communautés, donc en particulier des communautés de joueurs, c'est que, et c'est écrit sur les affiches du salon, c'est vraiment un salon qui est pour les joueurs, par les joueurs. C'est-à-dire qu'il est quand même pensé en profondeur par des gens qui ont l'habitude en tant que joueurs de ce type de salon. Donc du coup, ça va faire des ponts naturellement par rapport à d'autres salons de joueurs type le Stunfest dont on a déjà parlé. Mais voilà, c'est surtout un salon de joueurs pour les joueurs. Il est vraiment pensé pour que les gens qui viennent puissent étancher pas, je dirais, spécialement leur velléité capitaliste et d'acheter des trucs, mais vraiment de venir jouer. Ouais, c'est vraiment de l'interaction par rapport, on critique pas, mais sur d'autres salons où il va y avoir pas mal de boutiques finalement qui vont être là dans un côté merchandising, côté consumériste. Là, on va être vraiment sur un event qui va être dédié à la culture jeux vidéo, au tournoi, avec, encore une fois, comme tu dis, par les joueurs pour les joueurs, donc avec pas mal d'interactions, peut-être de découverte aussi sur la partie rétro, sur des sagas, on parlait de Dragon Ball,
sur la globalité des jeux Dragon Ball, parce que je crois que c'est aussi un anniversaire cette année, si je dis pas de bêtises, sur Dragon Ball. C'est les 30 ans, c'est ça, hein, on en parlera après, mais c'est aussi... En plus, le hasard fait que frontalement Street Fighter et Dragon Ball trouvent face à face sur les jeux de fight, avec Street Fighter 5 et Dragon Fighter Z, où il y avait des compètes d'ailleurs, le samedi. Ouais. Le samedi, c'était Fighter Z. La Coupe de France de Street Fighter 5 et la Coupe de France de Dragon Ball Fighter Z. Ouais. Fighter Z, c'était le samedi, et dimanche, c'était Suto 5. Exactement. Donc on va écouter tout de suite sa réponse par rapport justement à ce positionnement de Play Paris Power by PAX. Il y a une différence. En fait, tu as deux, trois grandes typologies de conventions en France. Tu as un gros à part comme Paris Games Week, mais c'est très particulier. Le syndicat des éditeurs, on a de la chance, mine de rien, d'avoir en France un salon aussi gros, avec les beaux éditeurs, qui peut représenter l'industrie. Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce salon, mais pour moi, c'est pour un certain grand public, et c'est très très bien que ça existe, et c'est très important pour la scène jeux vidéo. D'accord. Mais c'est pour un certain public, pour un certain âge, etc. Aussi, tu as des conventions qui sont très bien en province. J'adore à l'Animasia, je suis évidemment un énorme fan du Stunfest. C'est souvent organisé par des associations, etc. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on est entre les deux. C'est que ça permet d'avoir les moyens de production, comme tu vois la scène derrière, on a fait ces choses-là. Il faut savoir que les assos qui viennent ici, c'est des prestations. Ils sont considérés par nous comme des prestataires parce on sait que les assos, tu peux pas te payer de salaire, non, enfin tu pourrais d'ailleurs, mais tu peux pas payer de dividendes dans une association, c'est un but non lucratif. Mais ces assos, elles se déplacent sur des salons, tu vois, elles ont des problèmes de budget, elles ont des problèmes de déplacer des camions. Moi, si je dis à HFS ou même à MO5, les mecs, vas-y, couvrez 800 mètres carrés, amenez toutes vos bornes, mais vous payez le camion, vous payez. Enfin, t'as un moment, ok, les mecs font ça bénévolement, mais tu peux pas plomber le budget d'une assos. Et donc, l'idée que je me suis dit, c'est que je veux pouvoir permettre à toutes ces assos, à toutes ces structures de leur dire, les gars, on y va, faites ce que vous avez toujours rêvé de faire, et on met des moyens de prod. On met des moyens de prod et on y va. Sous-entendu, c'est comme faire une sorte de... Effectivement, ça part de l'idée d'un festival, ce n'est pas un salon ou une convention, mais avec les moyens de prod beaucoup plus élevés que pourrait évidemment se permettre un salon normal. Et en mettant aussi, par exemple, nous on met énormément les jeux indés en avant, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses où on va forcément se différencier et pour aller en plus dans cette direction. Donc on peut mettre des moyens de prod en diffusion, sur la scène, pour faire venir des assos. Je prends par exemple First Attack, ils viennent de Morlaix, mais ça me faisait plaisir de les avoir et c'était important pour cette communauté. Mais ils pourraient pas aller, ils n'auraient pas les moyens d'aller peut-être dans d'autres conditions ailleurs. Donc mon but c'est aussi de donner cette parole à toutes les communautés, sans oublier, évidemment, enfin là, parce que c'est MO5, je parle de jeux vidéo, mais le tabletop et le board game, c'est quelque chose de très très important pour les PAX. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les univers du jeu, et c'est la volonté de réunir tous les univers du jeu aussi pour que les gens découvrent un peu autre chose. C'est pas que jeux vidéo. Bon là, c'est un podcast jeux vidéo, mais voyez-vous, il y a bien l'idée. Et du coup, moi, il y a une question qui me taraude, mais ça, on va en revenir un petit peu après sur vos impressions. Est-ce que toi, tu lui as posé la question si finalement cet event allait devenir quelque chose de récurrent en France ? Bah, c'est forcément la question qu'on peut se poser parce que quand tu as, je dirais, la force de frappe de la PAX, c'est des Américains. C'est des Américains quand même. C'est quelque chose qui a essaimé, qui est connu. Bah, c'est une marque. Non, c'est tout simplement une marque maintenant. Tu te poses forcément la question si on t'a tendu la main pour faire ça. Est-ce que c'est un test ? Est-ce que on a déjà l'idée de recommencer ? Et puis nous donc on reviendra un peu sur nos impressions. Mais voilà, Guillaume répond assez clairement en disant que on va voir comment ça va se passer pour commencer. Mais vu le soutien et les moyens qu'il a eu, peut penser que c'est un événement qui, à minima, se reproduira au moins une seconde fois. D'accord, on écoute tout de suite sa réponse. Alors, c'est dur, tu vois, le samedi est pas terminé, c'est dur de s'engager ou de dire quoi que ce soit. Et je te dirais quand même que j'ai un patron chéri d'exposition. Moi, je crois qu'ils sont très chauds, mais non, ils m'ont dit aujourd'hui ils étaient très très chauds. Donc, entre nous, ça se décidera en haute sphère entre les États-Unis et la France dans des considérations qui, pour l'instant, ne sont pas de mon niveau. Le choix d'MO5, est-ce que ça s'est fait naturellement pour lui ? Bah oui, c'est... Merci. Voilà. Non, en toute simplicité, question simple, réponse simple. Évidemment, en plus de contacts préexistants, je dirais, entre des membres de MO5 et Guillaume, quand on pense salon et jeux vidéo rétro en France... Stup et Luxure, évidemment. On pense immédiatement à Dominique Strauss-Kahn et à MO5. C'est vrai, ça va de soi. Mais voilà. Et du coup, il a pensé à nous. En plus, Kendo a bien fait son taf. En plus, vu qu'il était, je crois, dans l'orga, si je ne m'abuse. Tout à fait, ouais. Et du coup, naturellement, les liens se sont faits.
Guillaume nous connaissait déjà très bien. Je crois qu'on a déjà dû le croiser au Stunfest, si je ne m'abuse, et au Red Bull Kumite, parce que Kendo est partout, donc forcément. D'ailleurs, je relance mon appel du pied. Hein, je suis toujours chaud pour rencontrer Daigo Umehara, alias The Beast, parce que je suis un fanatique de Street Fighter, si on m'invite au Red Bull Kumite. Voilà, c'était un message personnel. Et donc, naturellement, donc, le choix s'est fait. Il va nous expliquer dans quelles circonstances. On l'écoute. Pour faire du rétro bien, je pensais qu'Emo5, justement, entre guillemets, ils se cassent les couilles, tu vois, ils se font chier. Tu vois, ils mettent les meubles, ils mettent la scéno, et je pense que le rétro, c'est pas juste une console sur une table et une télé. Le rétro, c'est se prendre la tête. D'ailleurs, je leur ai pris la tête, je leur ai dit je veux du 60 Hz sur toutes les machines. Parce que pour moi, le rétro, il se met en 60 Hz, ou il se met, tu vois, comme chez ACFS avec des PVM. Mais en tout cas, il se met dans les meilleurs du RGB, etc., dans les meilleures configurations possibles de rendu. J'ai envie que les gens... moi, il n'y a rien qui pouvait m'horripiler plus sur des salons où je vois des mecs qui mettent des télé rétro, une console à l'arrache, elle est en 50, en RCA, et je trouve que tu rends pas justice au jeu. Et je trouve que donc MO5 faisait bien le travail, t'as la PLV, t'as le stand, il est bien tenu, et c'est carré. Et je pense que c'est tout simplement pour ce stand-là, l'association la plus professionnelle pour le faire qu'il y a en France. Et au-delà de ça, Kendo est un super pote, donc ça simplifie la chose. Alors, ça, c'est fort bien, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre en lumière, lui, ses attentes, qu'on va écouter tout de suite par rapport à la prochaine édition de ce Play Paris Powered by PAX. Je vais y arriver. Tu y étais presque. Une légende dit qu'à la fin de l'émission, tu arriveras à prononcer correctement Play Paris Powered by PAX. Et du coup, le but, c'est de mettre en lumière ses attentes pour la prochaine. Et vous, ce que vous avez ressenti sur cette édition, pour vos propres attentes, sur les correctifs qui vont être apportés sur la prochaine édition. On l'écoute tout de suite. En fait, c'est compliqué dans la Villette, mais moi, ce que j'aimerais bien, le vrai concept d'un festival, c'est quand tu as plein de scènes dédiées. Moi, j'aimerais bien avoir des scènes totalement dédiées qu'une scène concerne, une scène 100% rétro, voilà, une scène, mais quand tu vois le prix d'une scène, bon. Voilà, c'est pas encore Japan Expo, donc c'est pas évident d'avoir, mais moi, je suis un vrai fan de scènes et de prod et de spectacles. Ah oui, et que les Retro Gaming Awards, donc, étaient notamment largement faits en content avec MO5, reviennent en force, parce que j'ai beaucoup apprécié, voilà. Alors, messieurs, on revient dans les studios. Moi, ce qui m'intéresse maintenant qu'on a entendu le grand Manitou, celui qui organise tout, donc qui était Guillaume d'Horizon, on vous invite à écouter. Là, on a des morceaux de l'interview. Encore une fois, Benoît, l'interview, elle est disponible en intégralité sur la page du podcast. Elle est disponible sur la page Facebook, la chaîne YouTube, et elle sera aussi disponible dans le flux des podcasts sur iTunes. Et sur le mag aussi. Sur le mag, sur le mag, on est partout. Donc du coup... Elle sera chez vous, derrière vous, attention, quand vous vous couchez le soir. Elle est là. Elle arrive. Une interview sauvage. Et voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu avec vous comment elle s'est déroulée en termes. Il m'a semblé voir, et là encore une fois, je le dis vraiment en toute de manière extérieure, parce que je n'y étais pas. Il m'a semblé voir sur tous les relais, sur les réseaux sociaux, sur les sites aussi, qui ont un peu critiqué l'exposition, que finalement il n'y avait pas tant de monde que ça sur cette expo. En tout cas, beaucoup moins que ce qui était attendu à la base. Oui, à Pau. Donc, du coup, les visiteurs, ils ont eu largement le temps de pouvoir visiter à leur rythme. Ils n'ont pas eu du tout d'attente pour pouvoir jouer à quoi que ce soit. Ils ont pu discuter très tranquillement avec les exposants, ce qui fait que de ce côté-là, c'est vraiment l'échelle humaine, c'était parfait. Mais quand même, s'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est quand même un peu une déception côté organisateur, non ? Je suppose c'est une question faussement naïve, parce que oui, c'est... Bah oui, je suppose... Enfin oui, très clairement, au niveau d'entrée, ça n'a pas dû être la fête. Ouais. Il y a des personnes, il y a des exposants qui se sont plaints justement de ne pas avoir assez de monde pour présenter ce qu'ils avaient à présenter. Est-ce que finalement la communication n'a pas péché un peu ? Alors, moi, si j'ai bien compris, ça a été annoncé... Finalement, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Hein, moi, c'était la 3e ou la 4e fois que j'étais sur un salon, donc j'ai pas du tout d'expérience. Mais... Je t'avais croisé au salon de l'érotisme, il me semble. Oui, mais c'était il y a longtemps. Ah oui, c'était il y a longtemps. Oui. Mais en salon de jeux vidéo, j'ai beaucoup moins d'expérience. D'accord, pardon, autant pour moi. Voilà. Donc, la communication a commencé relativement tard, je pense. Moi, j'ai pas d'informations plus que ça, mais de ce que j'ai pu voir, je pense qu'on a commencé à en entendre parler. Donc, c'était au mois d'avril, au début de l'année, et encore, je suis pas sûr. On a vu popper sur les réseaux sociaux les parler d'affiches qui font penser un peu d'ailleurs aux illustrations de Player One, si vous vous souvenez. Olivier Mégaton. Voilà, Olivier Mégaton. Ça fait penser à ça, le réalisateur, Olivier Mégaton, qui a fait, je crois que c'était La Môme. Qui a fait... non, c'est pas Olivier Dahan.
Non, c'est Olivier Dahan, pardon. Il a fait le transporteur ou il a fait une adaptation. Oui, il a fait des trucs comme ça. L'un des nombreux transporteurs. Ouais. Oui, du coup, ça faisait penser un peu ça. Et en effet, ces affiches-là sont arrivées très tard. Ah oui, il faut savoir que donc, tu parles de ces affiches qui font penser à celles de Megaton chez Player One. Guillaume nous a présenté pendant l'interview en fait les programmes qui sont vraiment pensés comme des magazines rétro période Player One avec une maquette quand même du 21e siècle, faut le dire. D'accord. Parce que je sais pas si vous vous souvenez des maquettes de l'époque, mais c'est difficile à lire. C'est pas découpé au ciseau avec des trucs. C'est on dirait des fanzines aujourd'hui. Est-ce qu'entre les questions côté officiel, est-ce qu'il t'a fait part un peu des attentes en termes d'affluence du public qui était attendu sur on en a pas du tout parlé, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a eu un adversaire redoutable qui était le beau temps. Il faisait chaud. Voilà, c'était le plus beau week-end depuis le début de l'année. Ouais. Et évidemment, il faisait un temps de juillet-août. Voilà, le parc de la Villette, donc qui est autour de la grande halle de la Villette, était archi bondé, bien évidemment. Et quand il fait beau comme ça et qu'on est dans les parcs, on n'a pas forcément envie, même s'ils sont juste en face de vous, d'aller dans un event s'enfermer dans un truc avec des machines qui chauffent au point que nous sur notre stand on a eu des geeks qui sentent la sueur. En plus on a eu des transfos qui ont grillé avec la chaleur. Il y a le transfo dans une des machines en passant, je sais plus qui a remarqué le premier que ça sentait un petit peu le plastique fondu, et en fait c'était un transfo qui avait rendu l'âme, qui a été remplacé dans la foulée, c'est ça le professionnalisme aussi. Bien sûr. On réagit tout de suite dès qu'il y a un problème. Oui, Benoît. Oui, c'est ce qui était difficile pour l'organisation de cette Play Paris by PAX. Hey. Yeah. Je mange les il la tient bien, il transforme avec les baies. Oui, c'est ça, exactement. Je me suis entraîné jour et nuit depuis une semaine. Mais donc il y avait le beau temps, oui. Parce que quand on a passé quelques semaines limite dans l'hiver et qu'on se retrouve à 28-29 degrés, ça fait un choc. C'est vrai. Il y a ça, le fait que ça soit un nouveau salon. Pas de souci, on est revenu en hiver. Oui, c'est vrai. Je suis normand, il a neigé mardi, là. Oui. Donc une semaine après, s'être retapé à 28 degrés, il a neigé chez moi. C'est fort. Donc c'est fort. Et donc cette expo-là souffre donc déjà de la météo, je pense, et aussi du fait que ça soit sa première édition. Tout à fait. Que ce soit un salon qui soit importé des États-Unis, donc il y a une image des États-Unis, où on reviendra aussi sur des particularités de la PAX aux États-Unis. Et du coup, ils n'ont rien à montrer. Pas de photos, ils ont juste des visuels. Et en plus, c'est vrai que c'est pas de chance parce que on parlait du Ready Player One qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a fait justement une bonne promo avec des affiches et compagnie. Et ça peut prêter des fois à confusion quand on a à peu près le même genre de rendu pour une expo et tout ça. On s'attaque au même public. Et en plus, pour avoir fait un certain nombre d'expos pour MO5 à Paris, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ces dernières années, enfin même on revient au tout début du Paris Game Week, il y avait le festival du jeu vidéo et le Micromania Game Show. C'est vrai, avant le Paris Games Week. Oui, et quand le festival du jeu vidéo, il me semble qu'il a tenu 2 ans. Après, le Paris Game Week est arrivé, il a avalé le festival. Oui, parce qu'il était organisé le festival par le SNJV, si je ne m'abuse, alors que Paris Games Week était organisé par le CEL. Oui, c'est possible. Je crois que c'est ça. Le CEL, c'est sûr pour le Paris Game Week. Et le donc le syndicat des éditeurs. Le syndicat des éditeurs et le SNJV, syndicat national du jeu vidéo. Voilà. Et donc le Micromania Game Show, je pense qu'il me semble qu'il a survécu 1 ou 2 ans après, mais il est mort. En fait, ils l'ont annulé pour. Oui, mais il a résisté un petit peu plus longtemps que le festival du jeu vidéo, mais il est mort dans la foulée. 1 ou 2 ans, vraiment. Et donc le Paris Game Week s'est imposé. Il s'est mis sur un secteur bien particulier. En revanche, tu maîtrises moins, c'est Paris Games Week. Paris Games Week, oui. Ah, moins bien que la. C'est vrai. Mais peut-être parce que je ne trouve qu'un jeu intéressant à chaque édition. Oh, le troll. T'es gentil. T'en trouves un, moi j'en trouve pas. Et donc, si dans la partie rétro. Même pas. Ensuite, sur la partie donc jeux vidéo des gros à Paris, il y a eu ensuite donc l'arrivée du Comic-Con à la Japan Expo, qui a tenu, je crois, 2 ou 3 éditions à l'intérieur de la Japan Expo. C'est ça. Qui s'est détaché de la Japan Expo, à peu près à la même époque où Geekopolis est né, où il a eu une première édition qui a cartonné, la deuxième qui était très compliquée. Oui, c'est ça. La deuxième qui était plus compliquée, la troisième, je sais plus ce qu'ils ont fait exactement. Il y en a eu 3 ? Je crois qu'il y en avait que 2. Non, il y a eu 3. Il y en a eu 3. Et chaque fois, PMO5 était présent. Non, pas la troisième, je crois. Non, en tout cas, les 2 premières. Les 2 premières, ouais. Première, je me rappelle, j'avais filé un coup de main. Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, ça s'était bien terminé. Peut-être rappelle-toi, Apo, avec nos amis qui essayaient de nous gauler du matos. Oui, non, mais bon, après, comme toujours, Kendo est arrivé. On a failli se taper avec les mecs. Oui, donc
j'imagine que pour le visiteur, client de ce genre d'expo, et ces dernières années, ça a été un petit peu ah oui, là, il a été compliqué de faire le. Il était ballotté dans tous les sens. Oui, de faire les paris manga aussi. Oui, et en plus, on a deux par an. On a les Geeks Day là, qui commencent à arriver. C'est arrivé à Rouen, ça part à Rennes. Là, c'est des petites. Il y a les Geek Ferries aussi. Oui, c'est plein de petites expositions qui sont un peu partout en région. Ouais, mais du coup, c'est pas exactement les mêmes publics. Hein. Ouais. Non, mais on peut pas confondre le public de Japan Expo avec celui de la Paris Games Week et celui de la PAX. Ils sont pas, je dirais, ils se recouvrent pas tout à fait, mais tu peux pas nier que entre le public, alors j'aime pas trop le terme parce que c'est vraiment fourre-tout, mais entre le public geek et le public joueur, il y a quand même une forte adhérence. Il y a des incohérences, c'est sûr, mais par exemple, la Play Paris, c'est quelque chose qui va parler justement d'un public très connaisseur, hein, beaucoup plus adulte. Il y avait assez peu d'adolescents ou de familles, tu vois. Et c'est des gens, toi, qui ça, je me permettrais l'impression que j'ai eue. Donc, comme je vous ai déjà dit, moi, je suis pas spécialement spécialiste des show-floor. Mais là, j'ai quand même j'ai vu des choses que j'ai beaucoup aimées dans la mesure où j'ai vu, alors pas forcément des familles entières, même s'il y en avait, il y en a même une qui est venue avec une poussette. Alors comme nous en plus on était à l'étage avec 2 passerelles reliées par des escaliers, c'était pas pratique, hein, il faut le dire, mais ils avaient quand même fait le geste d'être là. Moi j'ai quand même vu un certain nombre de parents qui avaient grosso modo mon âge, hein, on va dire trentaine dépassée, la quarantaine qui s'approche. La soixantaine, bien sûr, bientôt les 80 ans, avec donc leurs enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles, avec des parents qui prenaient le temps d'expliquer à leurs enfants, ben voilà, ça c'est une machine, moi quand j'étais petit, on jouait surtout à ça, et moi j'ai suivi du regard un papa avec sa fille, qui sont restés 45 bonnes minutes sur notre stand avec la petite fille qui a testé tout ce qu'on proposait. C'est-à-dire qu'elle a testé, parce que le premier, alors si tu commençais par la partie rétro, avant de commencer par la partie PC Engine, tu commençais par une Vectrex. Donc on a une petite fille qui a commencé sur la Vectrex et qui a été jusqu'au bout. Alors je sais pas exactement à quoi elle a joué dans la partie PC Engine, mais au moins elle a touché Final Match Tennis, et puis elle avait aussi la possibilité, mais elle a peut-être fait parce qu'elle a vraiment joué à tout, à Devil Crush, à Spraygun, à Castlevania Chilo Rondo. Donc voilà, moi j'ai vu de ce côté-là. Alors évidemment, Apo, toi qui connais beaucoup plus les enfants que moi. aussi. C'est très bizarre dit comme ça, mais pourquoi pas. On avait dit pas de blague comme ça hein, sur ce podcast. On l'avait dit. Sur ce Mémo 5. Moi j'ai vu cette chose-là et ça m'a posé plein de questions. Et là je me suis dit, alors ok, il y avait du temps pour jouer. Moi les quelques fois où j'étais sur nos expos, typiquement la machine avec les 10 Bomberman, elle était systématiquement prise d'assaut et il fallait un peu, je dirais, gérer les gens pour leur dire laissez-les finir, arriver au fur et à mesure. Là il y avait du temps. Les machines sont restées vides quelques fois. Typiquement aussi sur Final Match Tennis, ce formidable jeu de tennis sur PC Engine qui est encore aujourd'hui une des références absolues du domaine. Voilà, il y a eu pas mal des gens qui ont pu commencer, s'arrêter sans qu'il y ait personne derrière, donc des parties qui se sont interrompues un petit peu au milieu. Mais à côté de ça, moi je vous dis, j'ai vu des parents, des familles expliquer à leurs enfants ce qui leur tournait, et des enfants vraiment prendre du plaisir, parce que voilà, aujourd'hui, alors comme on est à peu de temps de la sortie du 4e God of War, qui est une claque graphique, etc., on voit des enfants qui jouent à des choses qui peuvent être assez étranges, comme Missile Command sur la Vectrex, mais prendre du temps, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour s'amuser là-dessus. Donc c'est bien la preuve que l'intérêt, dans tous les cas, il est là. Pour le jeu, pour l'œuvre ludique. Est-ce que finalement, après on terminera dessus, on passera à la suite, mais finalement, est-ce que justement, c'est pas cette innocence de l'enfance qui fait qu'ils sont curieux de découvrir des choses comme ça, qu'ils perdent peut-être, et qu'on perd en général,
à l'adolescence, où on va plus se spécialiser dans des choses qui nous intéressent de manière très proche, sans réelle volonté d'aller découvrir des nouveaux horizons. Bon, c'est fort possible. Après, j'ai pas été vérifier l'âge des enfants qui sont passés sur notre stand. Mais demande à Pau, il est spécialiste. Ouais, bah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une phase. Quand les enfants grandissent, à une certaine étape de l'adolescence où ils restent dans leur... ils restent sur les trucs modernes. Mais dans ce qui leur plaît. Oui, non, mais même parce qu'il y a des choses de leur génération, etc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont moins découvrir des choses. Ouais, ils sont un peu plus formés à un certain âge, puis après redécouvrent un peu plus vieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais il y a plusieurs phases, mais c'est vrai que les plus jeunes, ils voient juste des choses qui s'allument. Quand ça arrive vers 6 ans, toi, ils ont une vraie curiosité qui se fait. Pour peu qu'ils soient accompagnés de leurs parents et que leurs parents soient connaisseurs, ça donne de très bons échanges. Ou que nous-mêmes soyons là pour expliquer aux parents ce qui se passe. Voilà. Évidemment. Et bien entendu, retrouver Apo donc, dans son prochain podcast en solo, la psychosociologie du jeune enfant. Donc du coup, alors, moi ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est vraiment votre retour. Donc il y avait un peu des people, des people entre guillemets, des guests. Je crois qu'il y avait Benzaï qui allait concourir, je crois, dans une équipe. À l'Arcade Cup. Alors c'est l'une des particularités du salon, et c'est pour ça que je parlais du positionnement tout à l'heure un peu compliqué, c'est que c'est aussi un salon qui mettait une grande part aux jeux de plateau. C'est un truc très rare, et là on peut se poser la question, pour ceux qui sont venus et qui ont joué, parce qu'on en a vu qui étaient là depuis le début, et qui sont partis à la fin, quoi. Vraiment, ils sont restés assis à jouer, et on se dit, eux, ils devaient quand même être vachement tiraillés entre le fait de se dire il n'y a personne, c'est dommage, l'année prochaine je suis pas sûr qu'il y ait une deuxième édition, mais au final c'est quand même bien pratique parce que pour le moment moi je squatte la table. Il n'y avait personne avec qui jouait ce jeu là. Non, parce que pour ça les tables de jeux de plateau elles étaient occupées, mais il y avait tout le temps des parties. C'est vrai. Après il faut voir que un jeu de plateau, enfin bon j'y connais pas grand chose, mais une partie... bien joué au Dr Maboul. Oui bien sûr évidemment, à Pic-Puce et à ces choses là, il faut de temps. Mais dans... la base. Ces trucs-là, en fait, c'est des parties qui sont un petit peu plus longues que des parties de jeux vidéo. En particulier, moi, j'ai vu des tables de Yu-Gi-Oh! J'imagine que ça se joue pas en 35 secondes. Ça dépend. Moi, je me suis fait latter sur Yu-Gi-Oh! En 35 secondes. Mais c'est pas le jeu le plus lent. Mais il y a des petits jeux de plateau, genre Zombicide, où la partie, faut prévoir 3 heures. Ah ouais, clairement. Carrément Zombicide. Sans compter la mise en place. En tout cas, de ce côté-là, ça marchait bien. Du coup, il y avait des people, ce que je disais tout à l'heure à l'instant. Donc, il y avait Benzaï, il y avait des créateurs, il y avait notamment Frédéric Rénal, que vous avez rencontré. Qu'on a rencontré et qu'on a interviewé. Et il a une pêche. Ah, il est sémillant. C'est incroyable. On l'a interviewé en fin de journée. Et on s'était donné un temps, pour l'interview. Je pense que si on s'était pas donné ce temps-là, on y serait toujours. Ah mais il est génial. On va écouter un petit peu un mash-up de son interview. Encore une fois, Benoît aura sélectionné les bons passages. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview qui est hyper intéressante. Frédéric Rénal, qui est le papa de Alone évidemment in the Dark, Alone in the Dark, Little Big Adventure, Toy Commander. Pour certains, même le papa du Survival Horror, disons-le tout net. Tout simplement, oui. Et qui a sorti bientôt, il n'y a pas longtemps, donc Too Dark, comme tu disais. Oui. Qui est un très bon jeu qui est disponible, je crois, sur Steam et sur les autres plateformes. Donc on va écouter tout de suite un petit mash-up de son interview. N'hésitez pas à écouter l'interview en intégralité sur la page du podcast. Bonjour MO5, je suis Frédéric Rénal, membre d'honneur de MO5. Je suis programmeur, game designer, inventeur de gadgets électroniques, enfin plein de choses, de tout ce qui concerne en gros les nouvelles technologies et tout ce qui est ludique depuis plus de 30 ans. Je suis super content d'être là parce que en même temps, je sais pas si je dois être triste ou pas, je réfléchirai un peu plus tard. Toutes les conventions rétro, les gens veulent que j'y sois, donc je comprends pas bien, je vois des vieux ordinateurs. Donc il y a des vieux créateurs aussi. Envie d'être un nouveau créateur, vous créez toujours de toute façon. Oui, oui, au contraire, même j'essaye de me renouveler un peu à chaque fois, et surtout en ce moment justement où je me mets beaucoup plus dans tout ce qui est programmation de gadgets électroniques, toujours quelque chose de ludique et d'original, et justement pour pouvoir continuer un peu d'inventer et de sortir des sentiers battus, ce qui n'est pas toujours maintenant évident parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pas dit que tout a été fait, loin s'en faut. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon ZX
ZX81 en kit que j'avais construit parce que je faisais de l'électronique, je prenais des cours d'électronique, mais je voulais construire mon ordinateur. J'avais 14 ans, je voulais construire mon ordinateur. Et du coup, quand j'ai construit mon ordinateur, ça a rejoint une autre passion que j'avais avant, c'était de faire des conneries de petits jeux pour mes copains avec des dés, des bouts de carton. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'est une machine pour gérer des jeux, pas seulement pour faire des jeux, mais pour gérer. Parce que j'avais joué à des jeux de rôle, et à chaque fois, il faut qu'il y ait un maître de jeu, ou des règles à respecter et tout pour jouer. Et là, j'ai tout de suite compris. Mais de toute façon, oui, il y avait les bandes d'arcade, je savais que ça marchait comme ça. Mais ce que j'avais pas fait le lien entre, je savais comment marchait une bande d'arcade, etc. Et puis d'un seul coup, de me retrouver avec, ah oui, mais là, je peux faire du coup mes jeux comme j'ai envie. Et l'intérêt des microcontrôleurs, enfin de tous les petits trucs qu'on peut faire maintenant, c'est qu'en gros, on met ça au cœur de n'importe quelle activité et ça va gérer des règles. C'est-à-dire que ma première expérience dans ce domaine, il y a plus de 10 ans maintenant de ça, j'ai dit, tiens, oui, je vais essayer de transformer les jouets traditionnels en jeux. Parce que la grosse différence entre un jouet et un jeu, c'est qu'un jeu, tu projettes ton propre imaginaire, tu fais tes propres règles. Un jeu, t'impose des règles et te dit, voilà, t'as gagné ou t'as perdu parce que t'as réussi à faire ça et je t'ai mis des obstacles pour t'en empêcher, je t'ai donné des moyens pour y arriver. Et mon premier objet était une balle, juste, qui du coup proposait des jeux, le jeu de la bombe, il fallait se faire des passes, des machins, des choses comme ça, et d'un seul coup, donc, de transformer un jouet en jeu. Donc, n'importe quoi où on peut mettre un microcontrôleur qui d'un seul coup va gérer l'activité. L'activité peut être après toute simple, variée, mais voilà, j'aime bien que ça soit aussi dans la vie et que les gens soient très 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 présents. Je suis quelqu'un qui aime faire, qui j'aime fabriquer, j'aime construire, c'est mon jeu préféré. Je préfère faire un jeu que de jouer à un jeu. Quand t'avais un ordinateur chez toi dans les années 80, t'étais seul et tes copains ils te regardaient bizarrement. Même dans les années 90, avec les offensives de la télé contre les jeux, je disais même pas que je faisais des jeux vidéo, mais là, dans les années 90, j'étais déjà professionnel. Mais dans les années 80, où c'était tout par pure passion, même mes copains me prenaient pour un taré, sauf quand ils venaient jouer et que du coup ils comprenaient qu'ils s'éclataient, mais ça n'existait pas. Donc quand j'ai commencé à faire des jeux et que j'ai découvert que vraiment j'aimais ça viscéralement, créer avant tout. Après les jeux, c'est parce que c'est tombé comme ça, mais c'était en n'imaginant pas 2 secondes. Pour moi, j'étais avec mon ordinateur, tout le monde me prenait pour un doudingue et j'en avais juste rien à faire parce que moi je m'éclatais à créer mes trucs, et puis petit à petit c'est devenu ce que c'est devenu, et il a fallu des années après de rendre compte que finalement ce que je faisais ça marchait peut-être pas si mal que ça. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte que Alone in the Dark avait été plus qu'un jeu qui avait plu aux gens, mais vraiment un jeu qui avait changé quelque chose chez les joueurs et dans le média? Quand c'est difficile de le dire, mais en tout cas oui, il a fallu je pense que c'est après Internet. C'est de toute façon après 2000 en fait, parce qu'en gros on peut dire que même Internet existait avant 2000, mais la vraie démocratisation d'Internet c'est à peu près 2000, 2001, enfin ça a commencé par là, et que c'est là d'un seul coup que voilà, on voyait ce que les gens aimaient, les gens parlaient, et que ça avait vraiment, j'ai remarqué à quel point ça avait influencé, parce que c'est pareil, avant qu'il y ait Internet et tout ça, on savait pas tous les jeux qui sortaient si tu suivais pas vraiment l'actualité, les magazines, les choses comme ça, ce que je faisais, remarque. Mais enfin bref, tu n'avais pas la même vision du monde que maintenant, en particulier au niveau des fans. Les journaux parlaient des nouveaux jeux, donc on voyait qu'il y avait eu une influence de ce que j'avais fait, mais on parlait pas des joueurs et du retour des gens. Donc tout ça, c'est après 2000 d'un seul coup, c'est oui vraiment, ça a marqué beaucoup de gens, et ça c'est cool. Quand on est un indé ou enfin n'importe quel créateur qui a envie de faire un truc, il commence par en parler avant même que le jeu soit fini, à mettre des bêtas au début sur Internet, parce que si tout le monde lui fait c'est de la merde ton truc, ça sert à rien de continuer. Par contre du coup, si tout le monde fait tout c'est super, dès qu'il y a un bout de truc à jouer ou même à voir, non seulement ça motive les créateurs, mais en plus du coup ça veut dire que je le fais pas pour rien. Donc tout ça a changé énormément. Maintenant un jeu, en gros, on a besoin de le vendre, alors même si c'est pas vendu pécuniairement, on a besoin de le vendre avant de le faire, parce qu'il y en a tellement qu'on est tellement aussi facilement convaincu soi-même que ce qu'on est en train de faire c'est bien. Quand on faisait des jeux comme Alone ou LBA, je partais, j'avais mon idée dans la tête, en plus je suis têtu comme une mule et je voulais faire mon truc comme ci et comme ça, et on se posait déjà beaucoup moins de questions en termes d'études de psycho, de machin, de marché, de choses comme ça, etc. Et puis on sortait le jeu et puis on voyait bien. Maintenant on fait plus du tout comme ça, et puis c'est bien de montrer avant, etc. pour tout ce que je disais, les motivations et tout ça. Donc ça a vraiment complètement changé la façon même de commencer un jeu et de l'appréhender, parce qu'avant tu travaillais en aveugle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et tu croisais juste les doigts On revient donc suite à cette interview hyper intéressante de Frédéric Rénal. Encore une fois, je vous le redis, si vous pouvez l'écouter en intégralité, n'hésitez pas. Il y a aussi un truc, Benoît, tu me disais hors antenne, la PAX aux États-Unis, il y a une grosse place qui est faite au concours de cosplay. Et là, ce qui est assez intéressant et étonnant, c'est que finalement, d'après ce que vous m'avez dit, messieurs, il n'y avait pas tant de cosplayers et de cosplayeuses
que ça. Bah non, étonnamment. Enfin, étonnamment sans être étonnant, c'est peut-être aussi parce que c'est une première. Ouais. C'est peut-être pas non plus là-dessus qu'ils ont le plus communiqué, parce que c'est vrai qu'on a déjà d'autres salons qui sont très portés sur le cosplay, notamment le Japan Expo qui ont des gros trucs là-dessus. Donc ils ont voulu faire quelque chose de très différent, plus basé sur d'autres trucs qu'on voit moins dans ce genre de salon, par exemple justement les jeux de plateau, etc., qui sont finalement assez peu présents dans pas mal de salons. Il y a des gens pourtant qui demandent ça. Et c'est surtout que le cosplay a de particulier qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des événements cosplay dans un salon pour avoir du cosplay dans un salon. Et tu sais qu'ils en ont même fait au Salon du Livre. Hein. Oui, moi, je l'avais vécu en 2012 cosplay 13, au Salon du Livre. sans déconner. Ils avaient fait, écoute, j'étais avec Anthony, notre ami des podcasts, hein, qui peut-être viendra avec nous, un de ces quatre, sur Memo 5. Mais on avait été à la rencontre de Taki Inoue. Ils l'avaient invité, ainsi qu'un ou deux autres auteurs de manga. Figure-toi qu'ils avaient fait une grande scène avec un concours de cosplay. Un cosplay Slam Dunk. C'est pas très compliqué Voilà, pour le pas coup. le plus compliqué. Tu te fais une banane rouge. Mais donc voilà, donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de cosplayers ou cosplayeuses. Surtout que à côté du cosplay, il y a aussi toute la partie jeu de rôle où c'est pas du cosplay, mais ça y ressemble. Et il y avait la présence de jeux de rôle, dont les chroniques d'Estérel, je sais plus exactement. Oui, d'Estérel. D'Estérel que Anthony aime bien. Ils en avaient parlé sur le podcast Impossible. Et du coup, là, ils étaient déguisés avec des plates de fonte et avec leur cuisinière et tout, enfin toujours avec la cuisinière de leur maman. Voilà, non mais c'est toujours non. Ça renvoie une vanne sur un vieux podcast de 2013. Attention, avec Apo, on a fait suffisamment de salons. Les spécialistes des photographies de cosplayeuses. Oui, mais on a développé un sens aigu du cosplay où on ne faisait place qu'au cosplay qui était fait main et vraiment qui demandait du travail parce que c'est un travail de fou. Tu veux dire qu'il y a des tricheurs qui rapportent. Non mais c'est un travail de fou, ça ne rapporte pas grand chose parce que ceux qui peuvent être professionnels ou qui vont finir pour faire du cinéma, du théâtre, compagnie, enfin des costumes. Des costumes, exactement. C'est des costumiers qui oui, c'est ça. C'est ça, mais beaucoup le font juste sur leur temps libre. C'est ça, et ça coûte une fortune parce que c'est en temps et c'est surtout en argent. C'est l'investissement, c'est important. Ouais. Et donc, non, on a toujours eu un très grand respect pour les cosplayers. Et donc un peu déçu de n'en voir aucun, mais là le salon n'y est pour rien, hein. C'est le public qui vient ou qui vient pas. Donc par rapport aux éditions de la PAX, c'est vrai que ça a un petit peu fait bizarre. Mais est-ce qu'il y a un concours de cosplay dans les PAX habituellement ? Alors je ne sais pas, mais n'empêche que c'est un rendez-vous pour le cosplayer. Ça, il faut être à la PAX pour un cosplayer, c'est obligatoire. Toutes les PAX. Donc on retrouve les stars du cosplay américaines, par exemple. Toutes. On les retrouve là-bas, les Jessica Nigri et compagnie. Exactement. On les retrouve. Je dis elle parce que j'en connais pas 150, mais on en voit souvent. Il n'y a pas de problème visuellement, on les voit bien, mais leur nom. Alors c'est vrai qu'il y a un truc très différent en France. J'ai l'impression que c'est vraiment une spécificité française, c'est que vraiment le cosplay on l'a fait venir et on a fait vraiment directement des concours. Alors que par exemple au Japon, la culture le cosplay, tu vois, c'était les gens venaient en cosplay, mais il n'y avait pas nécessairement de concours, il n'y avait pas de gens qui se présentaient. C'était vraiment comme ça. Aux États-Unis aussi, c'est né comme ça. C'est né aux États-Unis. Oui, totalement. Mais à la base, c'était vraiment des gens qui voulaient se mettre dans le rôle des personnages et il y avait pas. Il n'y avait pas de but de faire un concours. Alors que, on va dire, c'est peut-être le côté mode française non, qui fait... je pense honnêtement, je pense qu'il y a pas, c'est pas forcément toujours lié à un concours. Moi qui ai fait les salons dans les années 90 en France, alors j'ai pas fait cartooniste, mais je pense justement, tout à l'heure on parlait des premiers Japan Expo ou BD Expo également, puisqu'à l'époque ça existait. Beaucoup de mecs venaient. L'autre jour je suis retombé d'ailleurs sur une pépite, des photos de 80, je crois 17 ou 18. Ça vaut son pesant de cacahuètes de voir les cosplays de l'époque, parce que là, c'est quand on parle d'amateurisme et de fait maison, là c'est du fait maison chez fait maison. Ah oui, les trucs en carton et tout. Ah bah le mec, faut avoir une bonne imagination pour savoir ce qui représente parfois les cosplayers. Mais à l'époque on y arrivait. On y arrivait, mais on n'avait souvent, on n'avait pas 10 000 références, et ce qui faisait que on voyait les trucs. C'est vrai. Et le truc, c'est que c'est vrai, parce que maintenant c'est compliqué avec toutes les rêves qu'il y a. Mais à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas forcément de concours, ou alors organisé sur le tas rapidement en 2-2, mais il n'y avait pas forcément de concours et les gens étaient là vraiment pour le fun en fait. Non, mais il y a toujours l'amusement de toute façon là-dedans. Non, mais quand je dis question de mode, c'est le côté très français, comme on a un pays de la mode, etc. Donc on a ce côté montré, tu vois, ce genre de choses, et
plus naturel chez nous que dans d'autres pays. D'accord. Pour en revenir au public de la PAX, s'il n'y avait pas forcément grand monde dans les salons, il y avait beaucoup de monde derrière ces écrans. C'est là que le pari est gagné pour les organisateurs. C'est qu'ils ont axé une bonne partie de leur événement sur la compétition, sur les scènes. Quand tu parlais tout à l'heure de People et de la présence... Pas de Pipo, hein. Non, de People. De People. Un jour, peut-être, je serai un People, mais c'est pas ce que je cherche. Un secret de People. Et si t'as la ref. C'est la ref. Et donc, Benzaï n'était pas là pour faire le youtubeur qui va signer des autographes, comme il était dans là les salons où des fois on comprend pas bien le rapport entre un youtubeur jeu vidéo dans un salon dit manga ou ce genre de choses. Enfin, moi, je fais un truc où Benzaï était là pour l'Arcade Cup et puis aussi pour quelque chose dont on a complètement oublié de parler, qui sont les Retro Gaming Awards. Ah oui, les Retro Gaming Awards, on n'en a pas parlé, qui étaient co-organisé par MO5. Voilà, donc je pense que Apo a plus de billes sur le sujet à avancer que moi, qui n'était que spectateur à ce moment-là. Bah que dire, c'est quelque chose qui a été filé à Vanessa, qui a fait le gros de l'organisation. Enfin, elle a fait les Vanessa questions. Qui gère la communication chez nous. Voilà, elle a fait un gros boulot de. Enfin, il se répondait entre Kendo et elle, je pense, parce que lui a invité les gens. Tu sais que nos auditeurs ne connaissent pas forcément la cuisine interne d'MO5. Donc là, tu balances des blazes. Oui, enfin, Kendo, tout le monde le connaît à peu près. Voilà, mais bon, Vanessa, c'est notre représentant. Voilà, c'est ça. En fait. Donc tous les deux, Kendo et Vanessa, voilà, gèrent la communication au sein d'MO5. Ils étaient, alors Kendo, lui, il avait double casquette puisque il gérait la communication d'MO5. C'est grâce à lui qu'on a eu Guillaume qui est venu nous répondre gentiment à nos questions. Et de l'autre côté, Vanessa qui, elle, gérait vraiment à 100%. Et donc, lui, il travaillait aussi sur l'organisation de Play Paris. Je vais faire comme toi. Et du coup, Vanessa, elle, avait cette casquette sur l'organisation du stand MO5, etc. Et comme tu disais, elle a organisé cette remise de récompense, de prix. Voilà, donc elle a écrit des questions, elle a fait tout le truc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de people là-dessus. Hein. Bah oui, il y avait pas mal de monde. Présenté par Dedo, l'humoriste. Dedo, l'humoriste. Tout à fait. Le métalleux. Le métalleux, tout à fait. Du Jamel Comedy Club. Il est gamer, lui ? Ah oui. Il avait alors je sais pas parce que pour revenir juste un point sur ce que disait Benoît sur le nombre de personnes qui ont vu, je pense que le nombre de vues sur Twitch, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été diffusées sur Twitch pendant de la Play Paris Powered by PAX. Donc il y a eu je pense qu'il y a eu l'audience totale a atteint les centaines de milliers de vues. Ah ouais. Ce qui est, j'ai vu des chiffres à 123 000, mais je ne sais pas exactement ce que ça représente. Est-ce que c'est toutes les vues accumulées, voilà, depuis le début des PAX? Moi, je pense que c'est surtout pour les gros événements, pour tout ce qui est compétition, pour Starcraft. En tout cas, sur la chaîne Twitch, il y a quelques vidéos qui sont aux alentours de 60 000 vues. Il y a des replays, on peut les choper les replays. Oui, il y a les replays qui sont disponibles sur la chaîne Twitch. Parce que là, du coup, dans les people qui étaient là, Dedo, il y avait Dedo, Frédéric Rénal, Benzaï, AHL, la légende de la presse jeu vidéo, Cyril Drevet, etc. Cyril Drevet, enfin, que des joueurs de toute façon, des gros joueurs, des gens qui connaissent, etc. Donc notre cher président Philippe Dubois, évidemment Philippe Dubois, Douglas Alves, historien du jeu vidéo, exactement, et en retard, c'est la légende. Non, celui qui était le plus en retard, c'était Grégoire Red, voilà. Qui avait oublié de venir à un des panels dans lequel il devait intervenir. Mais tu sais que ça c'est le running gag même dans nos podcasts. Hein. Greg Yolo, ça fait 150 ans qu'on doit l'avoir sur un podcast. À chaque fois il a un problème, il a une problématique. C'est le mec le plus malchanceux de l'univers. Donc je ne désespère pas quand même un jour qu'on le lève sur un de nos podcasts. Il est très occupé quand même. Ouais, je sais, il a 12 000 casquettes, c'est chaud pour lui. Du coup donc ça s'est organisé. C'était un événement notable. En plus, encore une fois, brandé MO5, organisé par MO5. Donc ça, c'était plutôt pas mal avec tous nos amis de la presse, des anciens aux actuels, en passant par des youtubeurs comme Benzaï, qui est pareil, est pote avec MO5. Et du coup, ça, on l'avait co-organisé. Voilà, bah oui. Et en plus, donc au-delà de cette, il y avait une seule scène, mais avec plusieurs, parce que ce que disait, je crois, Guillaume dans l'interview, il disait il aurait bien aimé avoir plusieurs scènes. Mais il y avait une seule scène, ça coûtait cher. Il y avait qu'une seule scène, mais avec plusieurs manifestations. Tout à fait. Donc il y avait ces Retro Gaming Awards, mais au-delà de ça, il y avait des confs avec donc les youtubeurs
et avec la presse aussi, pour faire un statut de la presse aujourd'hui. Alors, ça c'était le. Donc il y avait des panels, donc il y avait des confs qui étaient organisés dans un pavillon qui était derrière la grande halle de la Villette. D'accord. Avec plusieurs panels présentés par TMDJC, podcasteur omniscient et omniprésent. Dès qu'il y a des trucs à présenter, il est là. Donc il y a eu sur les youtubeurs, donc du rêve à la réalité, comment les youtubeurs se sont imposés. Il y a eu l'histoire de la presse jeux vidéo en France, les 40 ans de Space Invaders. Il y a eu un panel le samedi matin tôt sur le jeu de rôle, le vrai jeu de rôle, le tabletop, celui où vous êtes là autour de la table avec des Donjons et Dragons, etc. Voilà, et puis des créations. Alors je les ai pas tous en tête, mais il y en a eu quelques-uns. Dragon Ball Z aussi. Il y en a eu un sur Dragon Ball, oui, en présence de Brigitte Le Cordier, qui est aussi passée sur notre stand. Oui, elle est devenue membre d'honneur de l'assaut. La voix de Son Goku. La voix de Son Goku, enfant. Et de Son Gohan. Enfant aussi. Et de Son Goten. Il va tous les faire. Donc non, elle a fait... D'accord. Et du coup, elle est devenue membre d'honneur de l'assaut. Il y a eu ça. Il n'y avait pas Eric Legrand ? Il n'y avait pas Eric Legrand. Ah, ça c'est dommage. C'est que moi je suis un fanatique des Chevaliers du Zodiac, donc on n'a pas eu Seiya. Parce que tout le monde parle de Vegeta, mais avant d'être Vegeta, c'est quand même Seiya. C'est vrai. Donc du coup oui, donc c'était varié, c'était plutôt intéressant. Il y en avait pour tous les publics et tous les âges. Il y avait pour tous les publics, et puis après je pense que pour conclure sur la partie rétro, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais on a parlé du rétro et dans le rétro, on n'était pas les seuls. Il n'y avait pas que MO5, donc on avait aussi, et vous pourrez écouter écouter les interviews. Il y avait donc Bertrand Girardon, donc de la Savoie Retro Game Show. Oui, que vous avez été rencontré. Ouais. On a été rencontré. Alors ça c'est pareil, on a l'interview, on vous invite à l'écouter. Voilà. Il y avait la RGC, donc la Retro Gaming Convention, qui elle avait un stand très particulier puisqu'elle n'avait décidé de sortir que les techies. Donc Steel Battalion, un jeu sorti sur Xbox avec l'énorme manette, truc là sur Xbox, voilà. et utilisable une seule fois avec la touche que tu sais qu'il fallait casser. C'est ça. Je me rappelle sur Game One à l'époque il avait pour s'éjecter, le truc qui a rendu fou mes parents. Ils en ont vendu 7 unités en France, tu sais, dont une à moi. C'est vrai? Oui, j'ai une manette de Tekken. Il est chaud ce truc là, c'est un truc de malade. Voilà, et j'y ai joué une fois, parce qu'après il faut tout le ressortir, tout le rebrancher, c'est très compliqué. Et donc là il y avait un nombre incalculable de manettes de Tekken. Je n'avais jamais autant vu de manettes de Tekken de ma vie en même temps. Et il y avait aussi donc les bornes de CoinUp, nos amis. Il y avait aussi les qu'on a aussi rencontrés. Voilà, les bornes de nos amis où j'ai pu m'adonner pendant quelques minutes à un de mes jeux préférés, qui est Gauntlet, qui est quand même un jeu avec d'un intérêt et d'une stupidité absolue, mais qui est complètement fascinant. Et je peux passer des heures et des heures à défoncer des fantômes qui font quand ils prennent des chocs. D'ailleurs, tu veux dire que c'est des supporters lyonnais? La borne en question, c'est bien celle que je pense. C'est une borne originale. Oui, c'est ça, mais elle a une petite histoire, c'est que c'est une borne qui a été récupérée il n'y a pas si longtemps que ça, et ils l'ont activée quand on était à Paris Games Week. Ils l'ont activée pour la première fois là-bas, avec justement AHL, etc. Donc voilà. D'accord. Et la particularité, parce que je peux le dire, et puis après on pourra conclure là-dessus, c'est que dans Gauntlet, moi j'ai toujours découvert Gauntlet soit sur les micro 8 bits, soit sur les consoles, et tu choisis le personnage que tu joues. Le magicien, l'Amazone, le barbare, voilà ces trucs-là très, très basiques. Et sauf que là, en fait, pour choisir ton personnage sur la borne, tu choisis pas le personnage, c'est l'endroit sur lequel tu te mets de la borne qui va dire si tu te mets dans ce cadran-là, tu joues l'Amazone. Si tu te mets dans ce cadran-là, tu joues le sorcier. Dans ce cadran-là, tu joues le voleur. Voilà, là c'est là donc découvrir comme nous avons fait découvrir avec Trex. Là vous découvrez la borne originale d'un jeu comme Gauntlet, et le choix se fait en hard, donc en choisissant le coin que vous allez choisir. Sachant que c'est vraiment fait pour le multi. Voilà. Donc vous avez été à la rencontre d'un des gars de CoinUp Legacy qui sont nos potes véritablement, qui nous accompagnent sur toutes nos expos, qui commencent à avoir qui commencent à peser dans le game. On les voit de plus en plus. Moi souvent je vois des émissions où il y a les logos de CoinUp, etc., où ils ont des bornes qui sont en représentation, en démo, etc. Donc là, vous avez été à la rencontre de l'un d'entre eux. Pareil, l'interview à écouter sur la page du podcast. Donc, interview assez complète. Du coup, il y avait une bonne part qui était faite à l'arcade. Parce que de toute façon, le jeu vidéo, pour beaucoup de gens, surtout pour le public, je dirais qu'il y avait l'âge d'être intéressé par la
Play Paris Powered by PAX. Ouais. L'arcade, c'est un peu la naissance du jeu vidéo. Bien sûr. Donc c'est normal qu'il y ait toujours une présence importante de l'arcade. Bien sûr. Alors ça, par contre, je pense que c'est une spécificité qu'on a en France, parce que je suis pas persuadé que dans d'autres salons mondiaux, il y ait autant de place accordée à l'arcade. Ça, c'est une question que je pose. Hein. C'est vrai qu'en France, il y a une scène arcade assez développée, parce que là, on parle de nos potes de CoinOp, mais il y a aussi Néo Légende, qu'on connaît bien. Neo Arcadia, donc HFS, là, il y avait HFS Play, il y avait le Club des Sacs, il y avait un nombre incalculable de choses. Il y a une First scène. Attack. Il y a une scène arcade monumentale en France. Peut-être plus qu'ailleurs, hein, finalement. Donc il y a une véritable culture par rapport à ça. Peut-être pas plus qu'ailleurs. Je sais pas, pour un petit pays comme la France par rapport aux États-Unis, c'est quand même pas mal. Ils sont très représentés, on les voit dans les aéroports, on les voit. En termes de rétro, je parle en termes de rétro. rétro. En termes de rétro pur. Ah oui. Parce que les gens jouent beaucoup plus en arcade au Japon, ça, on n'en discute pas. Mais... Non, en termes de rétro, on parle vraiment sur des historiques, etc. Ouais, du coup, si je viens noter un truc, l'un des organisateurs originaux de la PAX a été super heureux justement de voir beaucoup de bornes présentes. Hein, justement, même eux n'ont pas forcément beaucoup dans leur événement original, quoi. Donc, d'accord. Ils étaient vraiment très 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 contents de voir plein de trucs. Bon bah c'était plutôt pas mal. Oui, Benoît. Et il faut noter que à côté du jeu de plateau et des bornes d'arcade qui prenaient beaucoup de place, il y avait aussi pas mal de petits créateurs et d'indépendants. Donc il y avait même des créateurs autodidactes, par exemple à l'Extra Life Café. Et il y avait aussi les créateurs de Sigma Theory qui présentaient leurs jeux, hein, ceux qui sont à l'origine de Outzer. Un formidable jeu qui montre qu'on peut faire des vrais bons jeux sur mobile. Enfin, il y en a un paquet de vrais bons jeux sur mobile. J'invite. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et à une époque, c'était pas forcément le cas. Après, la petite astuce, ils voulaient vraiment acheter des bons jeux mobiles passés par Humble Bundle plutôt que par les Google Play. Vous aurez des jeux vraiment de qualité, dont les Outzer et Sigma Theory, lui qui est prévu sur Steam. Je pense qu'il pourrait être adapté. Qui est alors qu'il faut le dire, c'est une simulation politique en fait. Oui, alors oui, c'est un peu comme Papers, Please. Très différent. Alors, oula, non, pas du tout. C'est que parce qu'il y a un côté politique. Non, Papers, Please, il y a un discours politique, mais le jeu en lui-même, c'est vie ma vie de le mec qui tamponne un truc. Voilà. Là, grosso modo, Sigma Theory, c'est une sorte de politique au niveau mondial. Voilà, si j'ai bien compris, parce que Apo et Benoît y ont joué et pas moi, en fait tu choisis d'être le leader d'un pays et puis après tu... Non, c'est pas vraiment ça. Tu es à la tête d'une organisation qui travaille pour différents pays et tu dois recruter des agents pour infiltrer, parce qu'en fait c'est plus dans l'esprit espionnage. C'est l'espionnage. L'espionnage. C'est plus. J'ai eu peur que Apo lui dise c'est pas vraiment ça. Non, mais ça me fait beaucoup penser dans l'esprit à un film que j'adore, qui s'appelle Cypher. Ah oui. C'est Vincenzo Natali. Oui, c'est des jeux l'auteur de double. Cube. Oui, c'est ça. Réalisateur de Cube. Avec des doubles révélations, des agents doubles, triples, quadruples. Oui, alors ce qui est particulier dans Sigma Theory, c'est que rien que pour le recrutement de tes agents, c'est tout bête, mais dans plein de jeux, je pense à Wasteland qui est un formidable jeu de rôle où il y a des biographies qu'on peut faire pour les personnages, mais au final c'est juste pour le roleplay. Oui, c'est juste pour le background. Et là, dans Sigma Theory, si tu lis pas la bio, tu pourras jamais recruter ton agent parce que il va poser quelques questions sur ce qu'on attend de lui, tout simplement, et il faut répondre en adéquation avec ses principes de vie, son caractère et tout ça. Et une fois qu'on a réussi à le recruter, on peut pas le balancer dans n'importe quelle mission et compagnie, parce que c'est pareil, il faut qu'il ait des affinités avec les cibles ou les missions qu'il doit effectuer. Et c'est pas facile comme jeu, il y a beaucoup le côté humain à prendre en compte. Le gameplay, en fait, c'est jouer avec les... C'est avec l'esprit, oui, c'est complètement ça. C'est des fiches de perso plus, en fait. Mais mieux incarné que juste, au lieu de rajouter 250 stats, t'as un certain nombre de stats, plus une histoire qui en fait sont des stats cachés dans le fond, mais dont tu tiens compte. Mais tu influes pas en fait, parce qu'au lieu d'avoir un level up, quoi que ce soit, ça reste fixe, donc tu dois déjà bien anticiper de base, parce que ton objectif en plus c'est d'avoir accès à des technologies. Pour ça il faut avoir accès à des scientifiques, pour ça il faut avoir placé les bonnes personnes pour faire les bonnes choses, sachant que dans certains coins tu devras utiliser la surveillance électronique, dans d'autres tu seras peut-être amené à des actions violentes, donc il faut
vraiment que tu aies une équipe équilibrée, que tu chapeautes, etc. quoi. C'est sous quelle forme ça? C'est en vue de quoi? T'as une carte du monde en fait. T'as principalement une carte du monde. C'est une gestion en fait. Et t'as une grosse gestion. Et après, quand tu t'enfonces dans certaines missions, non, pas à ce point quand même. Des combattants réels comme dans Street Fighter, hein, avec des quarts de cercle, voilà. Des coups à charge. Tu vois ton hacker qui essaye de faire des Hadoken. Shoryuken et puis. Non mais ce qui est drôle, c'est que dans les parties en vue de dessus où il y a l'agent qu'on doit exfiltrer et qui nous dit en gros j'arrive à un carrefour, qu'est-ce que je fais parce que là j'ai ça fait un petit côté ramène le pain si t'as Carrefour. c'est ça, mais presque la bonne, tu sais, selon les caractéristiques du mec, est-ce que tu vas essayer de jouer l'infiltration ou est-ce que tu vas essayer d'exploser l'armée de flics qui est face à toi? En fait, c'est comme si t'étais le mec dans l'oreillette de Solid Snake. C'est un peu ça. Non, mais complètement, en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à un jeu qui avait rien à voir, mais dans la façon de jouer, ça y ressemble un petit peu. C'était N-War, un jeu Ubisoft, où on donnait des ordres micro. C'est un jeu de stratégie où on gère des troupes, mais on donne des ordres micro. D'accord. Et c'est tout bête, mais ça change un petit peu. C'est pas comme dans Command & Conquer où on clique pour emmener les trucs. Il y a vraiment un côté où on doit surveiller un petit peu sa map et tout ça. Enfin, attention derrière toi. T'as jamais un contrôle total sur ce que fait c'est vraiment des personnages que tu guides. T'es toujours à l'arrière, quoi. Donc sur une échelle de 1 à 10 Ghost Recon Wildlands, ça vaut combien à peu près ce jeu-là? Ghost Recon 5. D'accord. 7 et sélection Gamecult, non? 7 Ghost Recon Wildlands et 3 bananes. C'est l'échelle de Qu'est-ce que notation. c'est que Ghost Recon Wildlands? Écoute, moi j'attends la donne Predator. Et là, on va pouvoir commencer à discuter. Ah, là, ça pourrait être intéressant. Là, ça commence à discuter. Moi, je l'attends. Il l'a annoncé, je l'attends. Donc, messieurs, on arrive au bout de ce Mémo 5 qui, donc, avec beaucoup de taf pour Benoît pour le montage, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai la voix qui est en train de partir complètement et je suis en train de tousser derrière. Mais c'est surtout le format que tu voulais, une discussion un peu plus détendue. Et parce que là, on a parlé les 3 dernières minutes, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé de cosplay, on a parlé de préservation du patrimoine. Donc voilà, on a fait quelque chose de beaucoup plus large que ce pourquoi on était parti. C'est vrai. Et ça fait un moment qu'on est là maintenant. C'est vraiment qu'on est là, mais c'est vrai qu'on est en mode conversation et finalement, on voit pas le temps passer et c'est plutôt cool. N'hésitez pas à liker la page du podcast. Le prochain podcast, il arrivera. Alors je sais pas trop, j'ai pas encore de date, parce qu'en plus c'est moi qui m'y colle. Je sais pas si on l'a annoncé ou pas, mais c'est pas grave, on verra. Pas encore annoncé, pas encore. On verra, on l'annoncera, on va pas faire de fausses surprises. Sur une échelle de Douglas. Sur une échelle de Douglas, je vais pas tarder. Ça veut dire qu'on a pour 6 mois. Ceci dit, il y a eu des indices. Dans cette podcast. Il y a eu des indices. Il y a quelques indices. C'est vrai. Du coup, n'hésitez pas à liker la page du podcast. Vous aurez accès à toute notre actualité. Vous aurez accès évidemment aux interviews in extenso qu'on fait nos joyeux lurons qui étaient à la Play Power. À la Play Paris Powered by PAX. Yes. Le deuxième essai était bon. Les 4P. Du coup, vous pouvez nous suivre, vous pouvez faire des dons sur Tipeee pour l'association, vous pouvez faire des dons à Benoît Bouteiller il va vous envoyer son RIB, et ça c'est important, il en a besoin pour payer ses impôts. Moi aussi. Eh ben, on va tous envoyer nos RIB. Blague à part, vous pouvez toujours nous suivre. Vous pouvez faire des dons de sang, ça sert toujours. Des dons de sang, faites des dons du sang, ça c'est important. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est un petit peu en train d'explorer de nouveaux territoires, donc n'hésitez pas à nous donner vos recommandations. Comme les fleurs, le score du podcast change. Exactement. mais surtout, on essaye un petit peu de s'adapter. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé, ce que vous souhaitez qu'on traite. Peut-être. Moi, je peux le dire, j'ai aimé Apo, en général. Il était extraordinaire. Surtout quand je me tais. Non, mais c'est le côté australien, ça. Tout de suite, ça apporte une petite touche d'exotisme. Et n'oubliez pas, si vous le croisez, n'hésitez pas à aller faire dédicacer vos slips. Il a déjà le marqueur avec lui toujours, donc n'hésitez pas. Et on a d'autres formats qui vont arriver. Alors, je pense d'ici la rentrée, je ne vais pas trop teaser, mais on a un autre format qui va arriver. Donc voilà, donc on est assez dynamique. On va essayer de faire en sorte d'être beaucoup plus présent. C'est quelque chose qu'on nous a souvent rappelé. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres têtes qui vont nous rejoindre. En tout cas, voilà, on essaie d'être le plus dynamique possible. N'hésitez pas encore une fois à nous faire des retours. Et puis, écoutez, d'ici la prochaine fois, jouez bien, comme d'habitude. C'est le plus important. Messieurs, un dernier mot. Un dernier mot. Fin. Un petit coucou à Messi. J'avais promis ça à un pote, donc voilà. À Lionel Messi. Non, Messige. Messige. C'est un pseudo. Je connais pas Lionel Messige, mais c'est possible. Benoît, mis à part que tu as beaucoup de boulot sur le montage. Moi, je vais finir par un mot pour continuer dans le débat, mais je vous laisse vous démerder avec ça. C'est chocolatine. Chocolatine, d'accord. J'ai très peur. Merci à tous. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Écoutez, jouez bien. Je vous dis à la prochaine.
Et d'ici là, écoutez, méfiez-vous des contrefaçons, ma foi. Voilà. Allez, ciao ciao. Ciao.